Et on est ensemble sur Sud Radio pour ce 10h midi, 11h midi. Nous commentons l'actualité avec aujourd'hui Virginie Leguet. Bonjour Virginie. Bonjour. Vous êtes là, chef adjoint au service politique de Paris Match avec une jolie une, avec deux chefs. C'est assez rare d'avoir deux chefs, Hélène Darroze, Jean-François Piège sur cette une. En général, les chefs, on leur rend hommage quand ils sont morts. Je crois que dans l'histoire de Paris Match, c'est quasiment une première d'avoir des chefs en une comme ça pour soutenir les restaurants, et ils ont besoin d'être soutenus, nos restaurants. Donc je signale coup de chapeau à cette une. Mathieu Alterman, bonjour, journaliste. Bonjour. Vous êtes également auteur, vous avez publié Femme fatale aux éditions Quai des Brunes. Vous allez reprendre l'antenne sur C8 également ou pas? C'est prévu? Voilà, en septembre. Pour l'instant, vu qu'on enregistre en public, on ne peut pas voir le public, mais on reprendra en septembre. Donc en attendant, d'autres activités comme le musée virtuel de la SACEM, où je suis commissaire d'une exposition sur les chansons qui ont accompagné les films depuis les années 60. Ah, génial. Donc on se connecte sur le site de la SACEM. Par exemple, voilà, la dernière, par exemple, qu'est-ce qui se cache derrière Jésus revient de La vie étant le fleuve tranquille, les explications cachées, qui se cache derrière It's Only Mystery, la chanson de Subway, qu'il a fait, enfin les secrets derrière la préparation des films et de ces chansons-là. Super. Donc sur le site de la SACEM. Régis de Castelnau, bonjour. Avocat, je rappelle votre blog Vue du droit, mais vous avez une barbe blanche, très très blanche et très très fournie pour ceux qui nous suivent sur Facebook ou sur la chaîne YouTube de Sud Radio. C'est le confinement. J'attends avec impatience de pouvoir aller me faire raser. Ratiboiser la colline, comme on dit. Allez, bon, vous êtes également membre de la rédaction de Causeur et Nicolas Corato, bonjour, président fondateur du think tank Place de la République, bonjour à vous. Faut-il donner des médailles aux soignants? C'est ce qu'a annoncé hier le gouvernement. Le 14 juillet rendra hommage à nos soignants et leur remettra une médaille, proposition, enfin une annonce qui a fait évidemment beaucoup réagir. Beaucoup de soignants disent nous ne voulons pas de cette médaille en chocolat. On va parler de Sanofi, cette polémique autour des vaccins qui seraient réservés aux États-Unis. Vous réentendrez Agnès Pannier-Runacher qui était ce matin dans le Grand Matin Sud Radio et qui a réagi à ce sujet. Et puis le chômage partiel, que faut-il en penser? Est-ce qu'il est trop généreux? Une polémique également est en train de se lever. Virginie, on va commencer avec vous. Petit tour de table de ce qui vous a choqué, ce qui a retenu votre attention. Vous voulez dire un coup de gueule ou un coup de cœur? Oui, coup de gueule, coup de cœur. Eh bien, écoutez, un coup de cœur aujourd'hui pour un médecin qu'on a d'ailleurs pas mal vu toutes ces dernières semaines et qui, je trouve, tout au long de ses interventions, a été assez mesurée, assez précise, assez pédagogique, à la fois le bon équilibre entre l'alarmisme et en même temps l'encouragement, et qui s'appelle Karine Lacombe, qui est infectiologue et chef de service à l'hôpital Saint-Antoine. Et j'ai trouvé que franchement, elle tranchait un peu avec l'ensemble de tous ceux qui se sont improvisés épidémiologistes, l'ensemble de tous ceux qui assénaient des choses, parfois d'ailleurs qui ont été contredites dès le lendemain ou le surlendemain. Et elle, tout au long de ces 2 mois, et Dieu sait si la situation n'était pas forcément très facile pour tous ces médecins qui avaient face à eux un virus qu'ils ne connaissaient pas, elle a gardé son sang-froid, elle était souriante et calme, et je voulais lui tirer mon chapeau. Voilà. Alors vous savez qu'elle fait l'objet de menaces de mort, d'insultes, parce qu'elle s'est opposée au professeur Raoult. Enfin, elle a émis des doutes sur la chloroquine, donc elle est la bête noire de ceux qui soutiennent le professeur Raoult. Voilà. Je la soutiens d'autant plus parce qu'elle a eu du sang-froid, du courage, et elle ne s'est pas laissée impressionner par la violence de tous ceux qui sont engagés dans cette soutien au professeur Raoult, qui parfois perd tout sens commun. Le professeur Raoult, on a l'impression qu'il est à la tête d'une secte et que tous ceux qui en font partie sont pieds et poings serrés dès qu'on dit autre chose que ce qu'ils veulent entendre. On en a parlé un petit peu hier avec Éric Revel qui, lui, au contraire, lui a tiré son chapeau en disant c'est une star, il est acclamé dans les rues de Marseille. Vous avez entendu, il y a oui, mais le problème n'est pas d'être une star, le problème est d'être un médecin responsable et de ne pas affirmer des choses qui d'ailleurs ne sont toujours pas vérifiées à ce jour. Petite réaction, les uns les autres. C'est pas si simple que ça, hein, mais bon. Ben non.
Non, c'est pas si simple justement. C'est pour ça que c'est pas aussi, c'est pas noir et blanc et voilà. Il y a bon, on va laisser tomber. Ce que je voulais dire, Valérie. Oui. Ce que je voulais dire, c'est tout simple. Je prends pas parti, mais c'est vrai que Karine Lacombe incarnait l'opposition, l'autre pôle, et que tout ça a pris des proportions extraordinaires. Je veux dire, il va falloir que quand le calme soit revenu, on essaye de comprendre. Alors, il y a la question médicale, mais on essaye de comprendre pourquoi quand ça a eu un affrontement de cette violence. Moi, je suis quand même assez estomaqué. Oui, l'affrontement, il a eu lieu parce que le professeur Raoult a sorti cette chloroquine sans preuve réelle et que les médecins n'ont pas... parce que certains disent, on aurait pu, je l'ai dit hier également, avec des fraises Tagada, obtenir un peu le même effet, c'est-à-dire de dire que les gens ont guéri en 8 jours, c'est ce qui se passe aussi. Alors la chloroquine fonctionne parfois, mais de dire que c'est l'alpha et l'oméga de la guérison du coronavirus, visiblement beaucoup de tests... oui, mais Valérie, prouver l'inverse. Oui. Valérie, non, mais il y a eu une campagne. Il y a eu une campagne disant qu'elle tuait la chloroquine, j'en sais rien. Ça n'a pas été fait dans les règles de l'art, et ça a été le problème depuis le début. Oui, mais attendez, bon, on va pas lancer le débat parce que c'est la question. Est-ce qu'on soigne, est-ce qu'on recherche, etc. Simplement, il y a eu effectivement la violence de ce débat. Juste une chose, Valérie, massivement. Les médecins de ville, mais pas seulement, ont utilisé la chloroquine, massivement. Alors bon, je sais pas, je me prononce pas. Moi, ce qui me frappe, c'est la violence de l'affrontement qui est due aussi à la gravité de la crise, quoi. Mais il faudra qu'on y réfléchisse à ça. Massivement, les gens guérissent de cette maladie à plus de 90%. Donc, est-ce que c'est la chloroquine ou est-ce qu'ils auraient guéri de toute façon? On ne le saura jamais. Bien sûr, si vous voulez. Vaste débat. On va pas refaire. On va intervenir juste. Parce que moi, j'ai Mathieu. Oui. On dit la Covid, donc j'ai été malade il y a un mois de ça. L'Académie française, on dit la Covid. Voilà. Et je suis assez étonné sur le professeur Raoult que ses supporters ne tolèrent pas que d'autres médecins, des médecins qui sont médecins comme le docteur Raoult, aient un avis différent. Je veux dire, n'est pas dans le pour ou contre. Eux disent c'est un médecin donc qui a raison, et les autres médecins qui disent contre lui ont tort. C'est pas possible, voilà. J'ai vu le contraire aussi, J'ai lu le contraire, c'est-à-dire que de façon, j'ai un ami médecin qui était contre Raoult, c'est devenu obsessionnel. Et j'en connais d'autres qui étaient plutôt favorables et des médecins, je parle toujours. Voilà, je sais pas. Je trouve ça dommage qu'on n'ait pas réussi à garder notre calme. Je vois des réactions Il ne s'agit pas des pour ou contre, il s'agit peut-être de voir sur quoi s'appuie le professeur Raoult. Est-ce que ces études ont été faites comme elles doivent le faire avec des groupes à l'aveugle et des groupes à qui on donnait le médicament? Apparemment non. Et depuis le début, il y a ce doute qu'on ne cesse de lui reprocher, c'est pourquoi n'a-t-il pas fait ces essais thérapeutiques comme ils sont faits partout ailleurs quand il s'agit de tester les nouveaux effets d'un médicament déjà connu. Ça prend 3 mois. Oui, mais résultat des courses, aujourd'hui, on n'a pas avancé d'un pouce. On n'a pas avancé d'un pouce aujourd'hui. Je vois nos auditeurs qui sont évidemment passionnés avec les pour et les contre. Certains disent, on nous prend pour des cons. L'élite se soigne avec de la chloroquine. Mais quel est l'intérêt de la chloroquine, qui est un médicament qui ne coûte pas cher. Donc, ce serait un truc qui vaudrait 3 millions de dollars, je comprendrais. Mais là, quel serait l'intérêt de réserver ce médicament à une élite? C'est un truc qui coûte que dalle, rien du tout. Mais c'est faux, surtout. C'est faux. Mais en plus, c'est faux. Non, mais on a vu ces stocks commandés par l'armée. Alors, l'armée. Valérie, alors, Nicolas Corato. L'intervention de certains hommes politiques, hommes et femmes politiques, notamment de la région géographique de Marseille, qui ont confondu d'ailleurs leur mandat politique avec leur qualité de patient, puisque ils ont révélé qu'ils étaient eux aussi soignés à l'hydroxychloroquine. Ça a ajouté de l'eau au moulin sur l'idée que à Marseille, il y avait des gens très privilégiés. Et puis ailleurs, mais uniquement dans une certaine élite, qui pouvaient bénéficier de ce traitement miracle. Et je pense que les élus, les hommes politiques ont une responsabilité. D'ailleurs, moi je note que la chloroquine a introduit un clivage politique plutôt à droite. C'est assez étonnant d'ailleurs que pourquoi est-ce que ce sont des hommes et des femmes politiques plutôt à droite qui se sont positionnés sur la chloroquine. Tout ça est devenu complètement irrationnel. Je crois qu'en conclusion, ça prouve quand même notre difficulté à nous Français dans nos rapports avec la science et avec les scientifiques.
Et ça, on le voit tous les jours dans les rapports d'Emmanuel Macron avec le directeur du Conseil scientifique, mais on le voit aussi sur cette histoire de chloroquine. Une dernière chose peut-être, de dire que on parle beaucoup des essais du professeur Raoult. On devrait parler de ce qu'il fait aussi en termes de soins et de dépistage à Marseille, parce que s'il a un atout, c'est vraiment là. Et moi, je note quand même que quand on donne les moyens à un hôpital, à un institut comme le sien, qui a des moyens considérables, on arrive à tester, on arrive à faire des scanners pulmonaires aux Marseillais qui se sont présentés dans son institut. Bref, on est arrivé à Marseille à finalement traiter cette épidémie. Je ne dis pas l'endiguer plus qu'ailleurs, mais en tout cas la traiter comme on aurait pu la traiter ailleurs en France. C'est peut-être aussi un modèle, au-delà de la polémique sur la chloroquine, qu'il faudrait regarder de près. Bon, je ne pensais pas que ça déclencherait encore une réaction comme ça, parce que tous les autres coups de gueule sont des choses qui vont susciter forcément des débats. Mathieu Alterman, c'est un coup de gueule. Un coup de gueule qui concerne une des nombreuses affaires Tariq Ramadan. Vous savez qu'il doit comparaître le 24 juin pour le procès lié à son livre qui s'appelle Devoir de vérité, dans lequel il cite 84 fois le nom d'une de ses accusatrices, ce qui est absolument interdit. Vous n'avez pas le droit, dans le cadre d'une affaire liée à des problèmes d'agression sexuelle, de nommer les gens qui portent plainte. C'est interdit. Non seulement il y a ce procès-là, mais depuis des années, chaque jour, les victimes de Tariq Ramadan sont harcelées sur les réseaux sociaux. Tariq Ramadan retweet en permanence ces messages de haine, au point que les avocats de l'affaire le disent, qu'ils n'ont jamais vu ça de leur vie. Jamais vu ça. Un tel harcèlement envers les victimes n'existe pas. Des victimes absolument pas écoutées par les associations féministes. Vous n'avez pas une seule association féministe en France, notamment la fameuse association de Caroline Dehaze, qui a pris le parti de ces victimes dans le cadre du procès. C'est même pire, il y a 2 ans, elles ont défendu Tariq Ramadan et Mediapart contre Charlie Hebdo. Voyez, donc on est dans une affaire absolument folle. C'est ajouté quelque chose d'encore plus dingue. Un pseudo, quelqu'un qui s'appelle 7575, a cherché sur le dark web. Le dark web, vous savez, c'est un site internet un petit peu caché, secret. Ils ont cherché à se procurer des informations sur les victimes par le biais d'un policier de renseignement qui se fait appeler Horus et qui récupère des données contre ces accusatrices, dans l'illégalité la plus absolue. C'est un film d'espionnage, un mauvais film d'espionnage, et on n'en parle pas assez. Bon, merci. Je voulais rajouter, Valérie, on nous parle des victimes. Régis de Castelnau. Il faut manier les termes avec précaution. Les plaignantes, jusqu'à ce qu'un tribunal... Ou les présumées victimes. Les présumées victimes. Si vous voulez. Non. Le terme juridique qui s'impose, c'est plaignante. Surtout dans cette affaire qui est très délicate. Où effectivement, dans la façon dont ça s'est déroulé, moi, vous imaginez la version que j'éprouve pour ce bon Ramadan, et j'assume islamophobe. Bon, mais la façon dont la justice française a fonctionné à cette occasion, elle lui a pas fait beaucoup de cadeaux. Donc, il se défend. Effectivement, les méthodes utilisées, vous avez raison. Les méthodes, les méthodes sont plus que... dont il a été l'objet de la charge médiatique et les atteintes à la présomption d'innocence, c'était de l'autre côté par millions. Ça, c'est une réalité. Donc, je comprends ce que vous venez de dire, mais justement, il faut récupérer notre sang-froid. Et il y a des instances judiciaires, il y a effectivement des plaignantes, il y a un certain nombre de faits qui se sont produits. Et la justice passera là-dessus. Il faudrait qu'elle se dépêche. Des faits qui se sont produits, on ne le sait pas. Il y a un certain nombre de faits qui sont dénoncés. On ne sait pas plus qui se sont produits, pas plus que les victimes seraient des victimes reconnues. On est obligé. On parle aussi de manipulation de témoins et de choses comme ça. Tariq Ramadan, c'est pertinemment qu'il n'a pas le droit de citer 84 fois le nom d'une plaignante. Il le sait, il le fait exprès. Et puis les méthodes pour obtenir effectivement les méthodes plus que limites. On revient dans un instant pour finir ce tour de table qui a pris de l'ampleur et du temps. À tout de suite. Allez, vos coups de cœur, vos coups de gueule rapidement, puisqu'on va passer aux récompenses, aux petites médailles qui seront remises à nos soignants. Un coup de gueule. Régis de Castelnau, puisqu'on parlait de justice contre notre garde des Sceaux, c'est ça? Très rapide, parce que Nicole Belloubet est une calamité ambulante. Je veux dire, tout le monde judiciaire est de cet avis. Et alors, je vais juste prendre 2 exemples. Rappelez-vous, au moment de l'affaire Mila, et Mathieu, dans l'affaire Mila, des dizaines de milliers de menaces de mort, etc., qui sont autant d'infractions, il ne s'est rien passé. La seule chose qu'elle a fait... des mêmes féministes.
j'évoquais tout à l'heure. Oh, exactement. Alors là, tout à fait, tout à fait. Hein. Et donc là, on a eu à cette occasion, elle est venue rétablir le délit de blasphème à la radio. Hein. Non, c'était pas chez Sud Radio, mais bon, peu importe. Et ensuite, elle a demandé au procureur d'ouvrir une enquête préliminaire contre la petite Mila. Bravo. Mais depuis, naturellement, il s'est strictement rien passé. Ça, c'est du Belloubet. Et très récemment, Canard enchaîné d'hier, elle a voulu faire passer un texte permettant de prolonger les détentions provisoires sans passer par le juge. Enfin, vous imaginez le principe absolu, l'habeas corpus, etc. Tout ça balayé. Il a fallu que ce soit les députés LREM, dont Madame Avia, qui n'est pas une tante, qui viennent lui dire ça suffit. Et elle s'est battue pour continuer ça. Dire, le service public de la justice est dans un triste état et il est dirigé par une personne qui est véritablement, je me répète, une calamité. Enfin voilà, c'était que je voulais exprimer un peu le problème du monde judiciaire. Oui, le problème du monde judiciaire, mais c'est une bonne transition pour le coup de gueule ou de Nicolas Corato sur la loi Avia. On en a un petit peu parlé hier, cette loi qui a été votée hier par les députés. Ce que vous dites est intéressant. Il y a eu des milliers d'insultes, de menaces de mort sur le net. Il ne s'est rien passé. On avait tous les outils législatifs pour le faire. On a cette loi qui intervient. Nicolas Corato, je vous donne la parole. Oui, moi je vais pas. Mon coup de gueule porte moins sur le fond de la loi qui reste extrêmement critiquable, hein, c'est pas le sujet, le débat il a été fait, que sur le contexte politique. Moi je me souviens pendant le confinement d'avoir écouté Bruno Le Maire qui nous disait qu'il fallait que l'Europe, la France reconquiert sa souveraineté numérique. Et puis Thierry Breton nous dire la même chose par rapport à l'Europe. Et puis nous expliquer que le monde d'après ne serait pas comme le monde d'avant. Mais finalement dans la loi Avia, qu'est-ce qui se passe? À qui est-ce qu'on donne le pouvoir de faire la police de la liberté d'expression dans notre pays? À qui est-ce que cette loi le donne? À un juge judiciaire? Non. À un juge européen? Même pas. À qui on le donne? Aux plateformes et aux GAFA. C'est-à-dire que c'est Twitter, c'est Facebook, c'est peut-être demain TikTok en Chine qui vont décider de ce qui relève de la liberté d'expression, de ce qui est acceptable ou de ce qui est haineux sur les réseaux français. Moi, je suis très... Ah si, c'est complètement vrai. Il y a un parquet dédié. Attendez, comme le PNF. Oui, le PNF, il est dédié. Mais à qui est déléguée la censure sur les réseaux sociaux? À qui est-ce qu'on délègue la censure? Et c'est pour moi un abandon de souveraineté majeur, parce que ce n'est pas uniquement de la souveraineté numérique, c'est aussi de la souveraineté juridique. La liberté d'expression, c'est une des libertés absolument fondamentales qui nous est dévolue par la Constitution. Et je rappelle que pas plus tard que lundi soir, le Conseil constitutionnel a expliqué qu'en matière de liberté d'aller et de venir, dans les dispositions de restriction pour l'isolement, il était important et il était indispensable que le juge judiciaire soit présent. Où est le juge judiciaire dans la loi Avia? Nulle part. Nulle part. Oui, en revanche, on a préféré Twitter et Facebook à nos juges. Voilà, mais je voulais juste, sans revenir sur le débat de fond, dire que c'est très très intéressant de voir que dans le monde d'après, on continue comme dans le monde d'avant, et que cette loi vient du monde d'avant, et qu'on n'a pas été fichu de s'adapter à un monde d'après, et de tirer les leçons de tous les discours politiques, y compris de ce gouvernement que nous avons subi pendant le confinement. La souveraineté numérique, ça passe aussi par la réappropriation de notre souveraineté juridique. Si je peux ajouter quelque chose, je dirais à tous ceux qui espèrent que le monde d'après soit différent du monde d'avant, que malheureusement, je crois que bien que nous ayons entendu pendant 2 mois des grands mots, des grandes paroles, des grandes promesses, des mea culpa, des j'ai changé, des moi le premier, je crains que le monde de demain soit strictement identique au monde d'hier et que très vite les mauvaises habitudes reprennent et que très vite les automatismes et les instincts de ceux qui nous gouvernent restent strictement identiques à ce qu'ils étaient hier. Mathieu Alterman, un mot. Mais, vous reprochiez qu'on fasse appel à Twitter plutôt qu'à nos juges, mais pour une raison très simple, c'est que quand un tweet discriminant va être publié, Twitter peut mettre 10 minutes à l'enlever, alors que si on compte sur la justice pour nous, ça va prendre 1 an et demi. C'est tout. Pourquoi est-ce qu'on ne parie pas dans les moyens de la justice? Parce que ça marche pas depuis des années. Nicolas, et je l'ai dit en présence de Régis, la loi du 1980 s'est bien adaptée à la vidéo, elle s'est adaptée à la télé, pourquoi elle ne s'adapterait pas aux réseaux sociaux? Moi, je veux répondre à Nicolas sur la question du monde d'avant. Le monde d'avant, dans le monde d'avant, les principes fondamentaux de la Déclaration des droits
de la Constitution française était respecté. C'est-à-dire que la liberté d'expression est absolue, sauf si des limites doivent y être apportées, dès lors que ça répond à un intérêt général. Et celui qui en juge, ça s'appelle le juge judiciaire. C'est fondamentalissime. En Europe, partout dans le monde, sauf dans les dictatures bien sûr, c'est le principe. C'était le cas en France, je suis désolé, cette loi votée hier, c'est le monde d'après. C'est une loi scélérate et liberticide, il faut être tout à fait évident. Vous me parlez du parquet, mais vous me parlez du parquet, mais le parquet c'est Macron, voyons. C'est pas un juge, un parquet. Mathieu, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Vous dites on est moins modéré que quand il s'agit de parler du professeur quand même. Alors attendez, Mathieu, c'est Mathieu Alterman. Tous les jours, des milliers de tweets racistes, homophobes, antisémites qui sont publiés sur Twitter notamment, et que Twitter ne fait rien, vous en signalez 1000, ils en enlèvent 22 en gros, et que ça ne peut plus continuer, ça fait des ravages chez les jeunes dans certains quartiers. Mais qu'est-ce que ça va changer à partir du moment où vous les signalez qu'ils sont pas retirés? Pourquoi ils seront plus retirés demain qu'aujourd'hui? Parce que maintenant ils ont la pression d'avoir un vrai... C'est possible qu'aujourd'hui ils n'avaient rien. C'est marteau pilon pour écraser une mouche, et c'est une atteinte à la liberté. La liberté d'insulter. Mais non, mais oui, monsieur, elle est contrôlée, la liberté d'insulter, et c'est le juge qui le fait a posteriori. Vous vous rappelez de l'affaire Dieudonné? Dieudonné, on avait interdit par avance ces spectacles, et le juge administratif, après quelques hésitations, a dit non. S'il dit des conneries, eh ben on les punira après. Avant, on peut pas. C'est un principe. Alors, je vais vous donner un contre-exemple, monsieur. Il y a Alain Soral, il y a 15 jours, a traité une journaliste de grosse pute sioniste sur Twitter. Il n'a pas été inquiété une seconde. Voilà. Par contre, il ne juge pas rien. Non, mais attendez, le juge, il ne dit pas la personne doit poursuivre. Mais enfin, écoutez, comment ça se passe? Il a eu des dizaines et des dizaines de fois, il a rien fait. On a une jurisprudence considérable. Vous n'aimez pas la liberté, c'est ça, c'est tout, parce que faut pas nous raconter. Non, mais là, vous êtes d'accord que la justice, vous l'avez dit vous-même. Mais vous l'avez dit vous-même. À lutter contre la haine. On a entendu Madame Avia parler des têtes d'œufs, avoir un espèce de discours éructant comme ça, qui était le contre-exemple qui montrait la tartufferie. C'est vouloir porter atteinte à la liberté d'expression, c'est tout. Parce que ce pouvoir n'aime pas la critique. On est obligé de marquer une pause et on se retrouve dans un tout petit instant pour parler de ces médailles. Le gouvernement qui propose de donner des médailles le 14 juillet pour honorer les soignants. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, nous débattons avec Mathieu Alterman, Virginie Leguet, Régis de Castelnau et Nicolas Corato. Donc, faut-il donner une médaille aux soignants sous une forme à définir? Sibeth Ndiaye, hier, lors de son point presse, a annoncé que les soignants seraient associés aux hommages du 14 juillet, aux célébrations du 14 juillet. Ils pourront être distingués par des décorations, une médaille de l'engagement face à l'épidémie. Qu'en pensez-vous? Les soignants sont assez partagés, pour ne pas dire un peu irrités. Une médaille, c'est sympa, mais les salaires, le plan pour l'hôpital, une réaction qui veut commencer? Est-ce qu'on se moque d'eux? Oui, c'est ça. Moi, je trouve ça absolument ridicule pour ma part. Ils sont soignants, ils sont faits pour leur métier, d'accord? Bon, maintenant, ils réclament quand même 250 € d'augmentation par mois. Je pense qu'ils sont plus sensibles à ce geste-là qu'à une médaille. Et surtout, j'ai entendu on a fait un parallèle avec 1885, quand lors de l'épidémie de choléra, on avait donné des médailles. Enfin, c'est totalement ridicule comme comparaison, parce qu'il se trouve qu'à l'époque, les soignants, par rapport au reste de la population, étaient bien mieux payés qu'aujourd'hui. Il n'y avait quasiment pas de classe moyenne supérieure encore, on était encore dans les relents de la révolution industrielle, donc ce parallèle est débile. Vous voyez? Ouais. Et puis, moi, si je peux dire quelque chose, je trouve que ce geste est quasiment condescendant de leur donner une médaille. D'abord, le mot médaille me semble pas très adapté. Il y a déjà des décorations qui existent dans notre pays. Il y a la Légion d'honneur. Enfin, il y a des tas de choses. Pourquoi trouver une nouvelle médaille? Enfin, ressortir une vieille médaille qui s'appelle la médaille de l'engagement. Et en plus, vous dites que les soignants sont divisés, mais ils sont divisés parce que déjà, on leur donne une prime qui n'est pas égale entre tous. Il y a ceux qui soignent
soi-disant, ont mieux servi que d'autres, justement le fameux engagement du Covid et qui reçoivent une prime pleine, et ceux qui auraient moins servi que d'autres parce que leur département était moins exposé et qui ont une prime inférieure. Je trouve que déjà ça, c'était une drôle de méthode. Et puis en plus, moi j'attends avec beaucoup de curiosité le fameux plan massif qu'Emmanuel Macron a annoncé, et là ça sera une autre paire de manches que de donner des médailles. Donc je me demande si c'est pas un petit peu comme un gadget qu'on leur donne pour faire passer l'été, faire passer peut-être la future pilule même qui aura quand le plan massif sera annoncé. Et je rappelle que ça faisait plus d'1 an que tous réclamaient des moyens, du matériel et des nouvelles embauches dans le désert. On leur opposait un silence total. Donc là, tout d'un coup, on se souvient de leur engagement. Je trouve que vraiment, c'est pas du tout à la hauteur des questions qui se posent depuis bien avant la crise du Covid. Ouais, Sacha qui est soignant nous dit je suis archi contre cette idée de médaille, juste un témoignage. En gros, tous les soignants sont égaux, on a tous fait notre boulot. Exactement. On préfère de la considération et de revalorisation évidemment des salaires. C'est une erreur aussi de communication, non, de psychologie, j'ai envie de dire. Pardon, Régis. Non, mais il y a une stratégie. Je suis de l'avis de Virginie. Concernant le contexte, bon, moi je suis pour la décoration. Hein, c'est une décoration commémorative. La médaille, si vous voulez, médaille commémorative ou si vous voulez. Non, je trouve ça bien parce que effectivement, quand ça a commencé, on a demandé la phrase de Rachida Dati, finalement, ce sont les gilets jaunes qui tiennent ce pied à bout de bras. Je pense aux caissières, je pense à tout. Ils ont fait leur devoir. On leur a dit, il faut monter au front, c'est dangereux. Hein. Ils ont été, en sachant qu'ils risquaient leur vie, moi, excusez-moi, chapeau. Je suis assez fier de ce peuple. Donc, la commémoration, quand il y a eu des grands événements, la médaille commémorative, si vous préférez, moi, j'en suis partisan. Le problème, aujourd'hui, c'est qui va la donner ? Emmanuel Macron, il n'a pas de légitimité pour le faire parce qu'à ce moment-là, on va lui dire, mais attendez, parce que Virginie, c'était pas dans le silence leurs revendications, c'était dans le tintamarre des grenades lacrymogènes, des gazages, des matraquages, etc. Faut pas l'oublier. Donc, le problème, moi, je suis pour cette médaille commémorative, parce que je pense que c'est une reconnaissance de la nation qui est nécessaire. Le problème, c'est l'illégitimité de celui qui va la donner et effectivement qui apparaît comme un geste désinvolte et condescendant. Je suis d'accord. C'est vraiment dommage parce que c'est mérité. Nicolas Corato. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est la stratégie qui semble être derrière du gouvernement, consistant à nous faire pardonner de cette épidémie au passé, comme nous l'avons fait d'ailleurs dans cette émission. Et la médaille de commémoration, ça fait partie de ce contexte-là. C'est-à-dire, moi je rappelle simplement que les soignants à qui on propose une médaille aujourd'hui, ils sont toujours, pour continuer sur la métaphore, ils sont toujours au front. L'épidémie, elle n'est pas terminée, et dans les hôpitaux, et pas simplement en Ile-de-France, mais quasiment partout en France, il y a quand même une tension historique. Donc, je comprends l'urgence du gouvernement en termes de communication à passer à autre chose, parce qu'effectivement, cette séquence n'est pas à mettre à son crédit ou à son actif. Et dire on distribue des médailles, et puis demain on va faire des commémorations, et puis on fera une grande commémoration le 14 juillet, et puis tous ces gens-là vont venir défiler sur les Champs-Élysées, parce que bien entendu, ça va être ça l'idée. Moi, très bien, mais le sujet aujourd'hui, c'est que la Covid-19 est toujours parmi nous, que les hôpitaux sont toujours en grande partie saturés et que les soignants, ils en peuvent plus. Donc je veux bien qu'on leur envoie des médailles, mais pour l'instant, ils cherchent toujours des blouses. Donc si le gouvernement a des blouses, qu'il n'hésite pas. Parce que dans ce pays, on fabrique plus rapidement des médailles que des blouses et des masques. Oui, mais c'est même au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on sait qu'il faut une refonte totale de l'hôpital, pas uniquement par les finances, mais surtout par l'organisation. On voit ce qui se passe en Allemagne dans les hôpitaux privés, eux sont vraiment en 2020, nous on est encore en 1978. Ça me donne l'impression de vouloir refaire les peintures d'un immeuble qui est en train de s'écrouler. Et beaucoup de médecins... Oui, il y a juste beaucoup de médecins aujourd'hui s'inquiètent, on en a eu un sur Sud Radio en début de semaine, du fait au retour d'avant, c'est-à-dire qu'ils ont tout eu. Je vous encourage à aller voir cette médecin chef de service à la Pitié qui dit
on a eu vraiment, ça a formidablement bien fonctionné pendant le Covid. On a ouvert des lits, on a eu le personnel qu'il fallait. Et là, on recommence à fermer des lits. On a eu ce médecin réanimateur à Necker qui nous a dit on n'est pas loin de la catastrophe si jamais on a d'autres enfants qui arrivent. Donc, ils sont toujours en flux tendu. On continue à leur fermer des lits à partir du moment où ça va mieux. Donc, remettre des médailles dans ce contexte-là, c'est... Virginie, pardon, je vous ai coupé. Oui, je voulais juste faire une petite observation sur... je ne sais pas lequel d'entre mes camarades a évoqué les Gilets jaunes, mais oui, les Gilets jaunes ont protesté en disant à quoi nous, on est surchargés d'impôts, on vit dans des régions où les services publics ont déserté petit à petit nos territoires. Et moi, je m'interroge toujours sur la nécessaire et indispensable réforme que devrait faire un gouvernement courageux pour réorganiser, alors là on parle du système hospitalier, mais pourquoi pas, mais pour réorganiser l'ensemble de tous ceux qui travaillent. Combien y a-t-il à l'intérieur du système hospitalier, ceux qui sont réellement sur le terrain auprès des malades, et combien y en a-t-il qui sont dans les bureaux et qui font en sorte que les décisions se perdent dans des labyrinthes et ne voient jamais le jour. Moi, j'ai été extrêmement frappée pendant ces 2 mois où nous étions confinés de voir l'impuissance du système à réagir, à prendre les décisions, à les mener à leur terme et à s'assouplir. Finalement, le système n'a tenu que par l'initiative de chacun des personnels soignants, que par leur incroyable imagination à réorganiser leurs services, à refaire leur... Ce n'est absolument pas les hiérarchies qui les ont aidés, ce sont eux-mêmes qui ont trouvé leur salut. Et là, on est en train de leur dire, on va vous donner une médaille, mais moi, j'ai préféré que tout le monde se dise, on va réfléchir à l'organisation même du système et on va peut-être supprimer un certain nombre de fonctionnaires qui ne servent à rien et qui ne font qu'alourdir et rendre le système totalement paralysé. Alors on a Bruno, oui, allez-y, puis après on dit souvent que les Gilets jaunes et les Français de manière générale regrettent l'effondrement du service public. Je ne pense pas que ce soit ça exactement. Je pense que les Français se foutent qu'un service soit public ou privé. Ils veulent juste que le système fonctionne. Voilà. Exactement, qu'il soit efficace. Alors, oui. On a un auditeur. Je pense que les Français ne se foutent pas complètement que le service soit public et privé, pour la bonne raison que le service public est solidaire, tandis que le service privé ne fait appel qu'à vos ressources directes. Donc, regardez ce qui s'est passé en Allemagne. En Allemagne, les hôpitaux sont privés. Non, attendez. L'exemple Allemagne, on le connaît. Il est la République. Il est mais oui, il n'est pas du tout. Les hôpitaux sont largement privés. Il n'est pas du tout public. Régis, on ne crie pas. Régis, on ne crie pas. C'est pas la peine. Il est délocalisé dans les Länder. Il n'est pas largement public en Allemagne. Mathieu, encore une fois, Virginie, c'est pas moi. Que les Français, c'est Mathieu, de savoir que le service public, que le service est public et privé. C'est pas vrai. Allez dans les urgences. Majoritairement privé en Allemagne. Vous verrez que les gens font une différence entre le service public hospitalier et le service privé hospitalier, ne serait-ce qu'en termes de financement. Ce n'est pas vrai, monsieur. Bien sûr. En Allemagne, les hôpitaux sont largement privés. Bien sûr. En Allemagne, le système est complètement financé par les Länder, donc c'est pas la même chose. En Allemagne, c'est le public qui finance le privé. Donc arrêtez de raconter des choses que manifestement vous n'avez pas étudiées. Mais les auditeurs peuvent vérifier immédiatement sur Internet, ils constateront que l'hôpital en Allemagne n'est pas public en majeure partie du temps. En Allemagne, l'hôpital est privé, financé par le public. C'est une délégation de service public en Allemagne. Exactement, c'est une délégation. Justement, un management beaucoup plus efficace. Merci Nicolas. Allez, Bruno est en ligne avec nous. Bruno, bonjour. Bonjour. Bonjour Bruno. Bonjour, vous êtes bien et vous êtes soignant, c'est ça? Oui, paramédical. D'accord. Et donc, cette idée de médaille, ça vous dit quoi? C'est une moquerie. Voilà. C'est sérieux, quoi. Et c'est, je sais pas, c'est un nouveau slash au visage. Peut-être. J'en sais rien. Non, franchement, j'en pense rien du tout. Rien du tout, si ce n'est que, voilà, quoi. C'est, je sais pas, c'est... C'est méprisant. Ouais, méprisant. Vous avez travaillé pendant la crise, vous avez été mobilisé. Oui. Non, moi je suis dans le secteur libéral, donc j'ai pas été mobilisé dans les hôpitaux. Par contre, je me suis mobilisé pour mes collègues médicaux, paramédicaux du libéral pour trouver des masques, pour trouver des surblouses, pour trouver des visières, pour trouver tout le matériel de protection, parce que nous vivons dans une économie administrée, mais l'administration, pour taper sur la tête des gens et prendre le pognon, elle est là. Mais quand il s'agit d'aider les gens et de faire le job pour lequel elle taxe,
elle n'est pas là. Ouais. Voilà, c'est tout. Donc une économie administrée, moi je veux bien, mais il faut aussi que ça marche dans les deux sens. Voilà. Donc cette médaille, vous avez... Non, j'en veux pas, franchement, j'en veux pas. Et franchement, s'il y avait une médaille à remettre, ça serait peut-être aux défunts du secteur libéral et hospitalier et des EMS, peut-être leur donner à eux la Légion d'honneur à titre posthume pour qu'au moins leurs familles et leurs descendants puissent profiter des largesses de la République et des avantages de la Légion d'honneur. Par exemple, être pupille de la nation pour certains. Peut-être que ça pourrait les aider. Hein. Bon. Mais merci. Ouais, c'est pas. Ouais, non, ils en sont pas là. Et la médaille. Et effectivement, il y a aussi cette idée de médaille 14 juillet. On poursuit la métaphore guerrière avec les récompenses, etc. Comme si c'était des militaires. Le 14 juillet, c'est quand même la fête nationale et les militaires qui sont honorés. Donc, il y a aussi là une image, peut-être Nicolas Corato, sur la communication, l'inconscient du président de la République. Moi, je répète, l'inconscient du président de la République, je pense que c'est qu'il faut tourner la page du Covid-19 le plus rapidement possible pour passer à autre chose et faire oublier l'impéritie du gouvernement depuis quelques semaines. Toujours sur la communication, c'est toujours cette idée. Il ne faut pas imaginer qu'il a abandonné immédiatement l'image des premiers de cordée. Simplement, il va changer les premiers de cordée. C'est-à-dire qu'il a commencé son quinquennat avec messieurs Arnaud et Pinault, et il a très envie de le finir avec monsieur Juvin et Raoult, d'une certaine manière. Mais l'idée est un peu la même, c'est qu'il y aurait des Français plus méritants que d'autres. Et je rejoins un peu ce que disait Régis, c'est-à-dire que oui, il n'y a pas que les soignants qui se sont mobilisés pour faire tourner ce pays et pour sauver ce pays. Il y a énormément de gens. Je veux dire, tous les Français qui ont respecté très majoritairement les consignes de confinement ont droit à une médaille aussi, en chocolat ou en argent, j'en sais rien. Mais il y a toujours cette idée que l'État, dans la communication, cette idée que l'État parle avec un langage assez infantilisant, assez déresponsabilisant aux Français. Je veux dire, on est plus peuple qu'on peut gouverner, même si on peut se poser des questions parfois, comme à l'époque de Napoléon avec des médailles. Et sur ce sujet, juste un détail, mais il y a des décorations qui existent aujourd'hui. Exactement. Les Légions d'honneur, les mérites, pour ne citer que ces deux-là. Eh ben pourquoi est-ce que on ne demanderait pas à la chancellerie de la Légion d'honneur d'assouplir un peu ces règles de décoration, qu'on les donne un peu moins aux notables et un peu plus aux infirmières dans les centres hospitaliers? Alors c'est sûr que ça changerait les remises de décoration, ce serait moins people, ce serait moins médiatique, mais ça ferait un peu plus de bien peut-être, parce que mais à qui, c'est ce que disent aussi les soignants qui réagissent sur notre Facebook, c'est pourquoi l'un et pas l'autre? À qui on va donner une médaille et pourquoi pas à l'autre? Il y a des gens qui n'étaient pas forcément dans des services Covid, mais qui ont été mobilisés. Donc, c'est pratiquement insoluble. On se retrouve dans un instant. Je voudrais ajouter quelque chose sur les derniers et les premiers de cordée. Moi, j'ai trouvé que ceux qui ont tenu le pays, ce sont les derniers de cordée pendant 2 mois. C'est-à-dire ceux sur lesquels on jetait un regard totalement lointain. Et ben, c'est ceux-là, les éboueurs, les caissières, les manutentionnaires dans les supermarchés, bien sûr tout le personnel soignant public et privé. Ce sont tous ces gens-là qui, à force de volonté, d'engagement et de solidarité, ont tenu le pays. Les premiers de cordée vont revenir pour réouvrir leur boîte et probablement maintenir un certain nombre de salariés, du moins on l'espère. Mais c'est vraiment les derniers de cordée qui ont tenu le pays à bout de bras. Et là, je leur tire mon chapeau. Allez, on se retrouve dans un instant et on va parler de la polémique autour de Sanofi, laboratoire français, qui le directeur général a affirmé hier que les États-Unis seraient les premiers servis, puisque ce sont eux qui ont payé le plus. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Berkoff, Sanofi. Hier, le directeur général de Sanofi affirmait que si le laboratoire français trouvait un vaccin, les États-Unis seraient prioritaires car ils ont investi plus dans la recherche, 30 millions de dollars pour permettre à Sanofi de plancher sur le vaccin. Forte réaction évidemment, et je vous propose d'écouter celle d'Agnès Pannier-Runacher qui était ce matin, donc secrétaire d'État auprès de Bruno Le Maire, et qui était ce matin dans le Grand Matin Sud Radio. Anormal, et moi j'ai immédiatement contacté
Sanofi, qui a fait un correctif, donc je vous le donne. Et évidemment, pour nous, ce serait inacceptable qu'il y ait un accès privilégié de tel ou tel pays sous un prétexte qui serait un prétexte pécunier, surtout dans le contexte actuel. Et le patron de Sanofi France m'a confirmé que le vaccin serait accessible à tous les pays et qu'évidemment, il sera accessible notamment aux Français, ce d'autant qu'il a des capacités de production en France. Ouais. Enfin, sauf qu'elle répond un petit peu à côté. Elle sera accessible, oui. Après, la priorité donnée aux États-Unis, c'est encore autre chose. Qu'est-ce que vous en pensez Moi, si je peux dire quelque chose, ce qu'on ne dit pas dans cette affaire, c'est que d'abord, c'est le PDG britannique du laboratoire pharmaceutique Sanofi, Paul Hudson, qui s'est exprimé et qui a finalement dit quelque chose qui, de son point de vue, était logique. Je rappelle que Sanofi travaille actuellement avec des financements publics américains pour ce vaccin et que ces vaccins seront produits dans les 5 usines américaines que détient Sanofi. Je rappelle que quand ce projet a été lancé, la France et l'Europe n'ont pas dit un mot, n'ont pas bougé, n'ont pas réagi. Alors oui, Sanofi est un laboratoire français, mais Sanofi, ce projet-là est financé par les États-Unis et logiquement, il dit, je vais donner à ceux qui m'ont financé ce résultat de ce travail. Donc, Madame Pannier-Runacher, elle arrive après la bataille. C'est au début qu'il fallait dire, nous, on veut s'associer, nous, on veut aussi mettre de l'argent, nous aussi, on estime que c'est prioritaire. Là, on joue les hypocrites, on dit, ah oui, je les ai fait changer d'avis. Il les a pas du tout fait changer d'avis. Bien sûr que le vaccin sera disponible en France, mais il est probable que malgré tout, il sera d'abord distribué aux États-Unis, puisqu'elle sera fabriqué aux États-Unis et qu'il a été financé par les Américains. Alors, attention, ça. Quand on parle de priorité, on parle de priorité de quelques jours à quelques semaines. On ne parle pas de mois ou d'années. Il ne faut pas que les gens... Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Virginie. Je rajouterais que j'ai l'impression qu'on est dans la situation d'une classe où le dernier de la classe qui fait rien voudrait avoir exactement la même note que celui qui est au premier rang et qui bosse du matin au soir. Vous voyez, il n'est pas normal que les États-Unis puissent être pénalisés par la léthargie de l'Europe dans l'histoire. C'est ça. Vous voyez, c'est ça. Donc, malheureusement, désolé, c'est normal, quoi. C'est la loi du marché. Moi, je voudrais dire quelque chose. Je suis assez d'accord avec ce que je viens d'entendre. C'est-à-dire que, effectivement, les Américains ont mis énormément d'argent et leurs moyens puissants, etc. Nous, on a été en retard, sans parler de l'UE, qui a été totalement absent. On a été absent de ce projet. Absent. Et puis je veux dire, la solidarité n'a pas joué. Enfin bon, tout ça, on ne va pas revenir dessus. Simplement, il y a un problème. D'abord, il y a un problème de communication. Venir dire ça maintenant, de façon avec ce cynisme, etc., c'est calamiteux. Je veux dire, c'est déjà... Le gars, il aurait mieux fait de s'abstenir. Deuxièmement, il ne s'agit pas de donner une note au dernier de la classe, la même note que les autres. On parle de la vie des gens, de la santé. On vient de se prendre 2 mois de prison. C'est une violence importante que le peuple français a reçue, etc. Il y a eu des morts, il y a beaucoup d'anxiété sur le monde d'après, et vous avez une grosse multinationale qui vient dire non, de toute façon, la santé des Américains est prioritaire. C'est comme ça que c'est reçu. Même si, mais c'est pas ce qui a été dit. C'est pas ce qui a été dit. Non, attendez. Non, mais lui, il explique la façon dont ça a été perçu. Voilà, c'est comme ça que ça a été reçu, et je veux dire, c'est calamiteux, une fois de plus. Je veux dire, c'est dramatique. Et Sanofi est un des fleurons industriels français, et ils viennent à nouveau. Certes, c'est le patron de la Grande-Bretagne, si j'ai bien compris. Ils Paul Hudson, oui. Même si, Virginie, vous avez raison, les Américains ont mis le paquet, c'est pas anormal, je dirais pas c'est normal, je dirais ce n'est pas anormal qu'il soit prioritaire quelques jours, c'est vrai. Mais il s'est passé, ils n'ont pas du tout fermé la porte à la France, c'est la France qui n'a rien fait, elle a laissé ce produit elle a laissé cette opération se monter sans elle. Mais ce que fait remarquer à nos auditeurs, c'est que, attendez, il s'est passé la même chose pour les tests Mérieux, parce que les Américains ont aussi réagi les premiers et qu'ils ont donné une autorisation plus rapide. Donc il y a aussi un contexte de décision qui est différent aux États-Unis. On peut pas leur reprocher ça. Pardon, et Nicolas. Valérie, mais on est sur une problématique de communication, mais au-delà de ça. Mais pas que. Mais de choix politiques. Vous disiez tout à l'heure très
très justement, Virginie, que le monde d'après va ressembler terriblement au monde d'avant. Furieusement au monde d'avant, malheureusement. On voit finalement des conflits de souveraineté, la souveraineté économique de ces multinationales, que Sanofi, on dit que c'est un groupe français, mais enfin quand vous regardez tranquillement qui possède Sanofi, faut arrêter avec cette idée que les entreprises françaises appartiennent au peuple français. Moi, ça m'arrangerait. Je veux dire, je suis pour la nationalisation, mais à ce moment-là, faut aller où? Non, la réalité, c'est que ces groupes jouent avec le monde, sont des groupes qui ont des pouvoirs, si on accepte le régalien, quasiment équivalents à ceux des États, et jouent aussi en fonction de force, de rapport de force avec les États, de rapport de force économique. Ouais. Après, moi, je suis pas. J'ai une petite nuance sur l'investissement français. Sanofi est un groupe qui bénéficie très largement du CICE, et du crédit impôt recherche, qui a touché plus de 130 millions d'euros l'année dernière de fonds publics de l'État pour poursuivre ses recherches. Alors c'est vrai que c'était pas centré sur le Covid-19. Exactement. C'est vrai que l'investissement européen est défaillant parce qu'il n'est pas collectif en termes de Covid-19, et c'est un vrai sujet, mais ça voudrait dire aussi abandonner une partie de la souveraineté française en termes de santé à l'Europe. Ça, c'est une réflexion qu'on doit avoir. Mais on ne peut pas dire que la France n'investit pas largement pour sauvegarder son entreprise, son industrie pharmaceutique, avec ce crédit impôt recherche, mais aussi, il faut le dire, avec un système de la sécurité sociale qui solvabilise les groupes pharmaceutiques. Si on a des groupes pharmaceutiques puissants aujourd'hui qui peuvent aller ailleurs dans le monde défendre leurs intérêts, c'est parce que sur leur marché d'origine, leur marché domestique, ils sont hyper rentables parce que l'État et nos impôts, nos cotisations sociales solvabilisent la consommation de médicaments. Donc, je pense que là-dessus, il y a une responsabilité politique du groupe qu'on ne peut pas complètement éluder. Oui, en même temps, on peut peut-être imaginer que M. Hodgson s'est exprimé pour pointer du doigt le retard que prenait là je parle de ce projet particulier, la France et l'Europe. Il a travaillé avec les financements américains, mais rien n'empêchait la France de s'y mettre. Et quand vous dites que Sanofi, la France subventionne Sanofi, oui, sans doute pour tout un tas de projets, mais ce projet-là particulier, la France n'a rien fait. Donc finalement, Sanofi, il réagit à des lois du marché. Je suis financé par les États-Unis, c'est à eux. Le vaccin sera fabriqué chez eux, ça ira chez eux, voilà. Ce qui ne veut pas dire que ça n'ira pas ailleurs après. Sanofi réclame un pont entre eux et les pays européens pour avancer collectivement dans l'indifférence absolue. C'est ça aussi, Sanofi, c'est pas. Ça sort pas d'aujourd'hui. Ce qu'a dit le patron de Sanofi très précisément, il dit les Américains font en sorte d'accélérer les contraintes réglementaires et il faut absolument que l'Europe fasse la même chose. C'est-à-dire qu'il y a aussi une question de réglementation dans le fait que les États-Unis, alors la phrase effectivement du directeur britannique de Sanofi a pu être reçue comme ça, mais tout le monde aura des vaccins bien évidemment, mais il y a toujours cette lourdeur administrative européenne, française et qui fait que voilà, c'est pour ça que ça risque de prendre du retard. Merci à tous les quatre. C'était fort passionné et passionnant. On se retrouve demain et très bonne journée à l'écoute de Sud Radio. Dans un instant, c'est André Berkoff qui sera avec vous.